Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie, d'être présents et d'écouter ce cinquième volet concernant les patients présentant une insuffisance veineuse et plus particulièrement dans ce contexte de confinement lié à la pandémie par le coronavirus. Nous avons, jusqu'ici, fait 4 chapitres. Nous sommes ici au niveau du cinquième chapitre qui concerne tout particulièrement l'ulcère d'origine veineuse, des conseils, pour, les patients sur la gestion, de ces ulcères, complexes et qui représentent la majorité des ulcères actuellement, sur la planète. Comme en début de chaque chapitre, nous vous rappelons que le contenu de ces exposés ne sont absolument pas à but, de diagnostic médical, ils sont purement à but informatif et qu'ils ne se substituent pas à votre médecin. Donc pour toute question concernant votre santé, faites appel à votre médecin. Bien entendu, si vous vous estimez dans une situation d'urgence, faites également appel au service des urgences le plus proche de chez vous, composez le 15 en France ou le 112 en Europe. Voici, une étude pour débuter ce chapitre, étude de 2011, qui a voulu mettre, en rapport mettre en évidence, pardon, les rapports, les liens entre les activités préventives, le lien psychosocial, heu et les récurrences d'ulcères d'origine veineuse. Nous allons revenir après sur ces ulcères d'origine veineuse pour vous les expliquer. Mais là, il est important de voir que cette étude a mis en évidence que des choses simples, comme une surélévation des jambes 1 heure par jour, le port de bas de compression de classe 2 ou 3 au moins 6 jours par semaine, le fait d'avoir une vie sociale, des interactions sociales et le fait de se gérer soi-même, d'être capable, en effet, d'avoir une alimentation équilibrée, d'être capable de faire, localement, d'assurer une bonne hydratation au niveau de la peau et cetera, permettait de manière significative, hein, ce qui veut dire en médecine, que le résultat qui a été trouvé ne peut pas être lié au hasard et montrer de manière significative que ça a été lié à une récurrence des ulcères d'origine veineuse pour les patients qui donc ont déjà fait un ulcère d'origine veineuse. C'est fondamental parce qu'on voit bien ici que ce sont des choses simples que tout à chacun peut mettre en place. Alors, l'ulcère variceux, c'est quoi? L'ulcère variceux, c'est une lésion, plus communément, enfin médicalement parlant, on parle de perte de substance, qui va être située au niveau de la jambe, puisque on est dans le cadre de la maladie veineuse chronique. Cette lésion doit être présente pendant au minimum 4 semaines pour que l'on puisse appeler ça ulcère. Ce qu'il faut voir, c'est que sur la planète entière, actuellement, on a 0,3 de la population qui présente un ulcère d'origine variqueuse. Donc je vous laisse calculer le nombre d'ulcères variqueux qu'il y a sur Terre, c'est absolument énorme et 1 de cette population qui a un ulcère dit guéri. Alors ça, c'est aussi très important parce que, comme nous allons le voir, le premier facteur de récidive d'un ulcère variceux, c'est le fait d'avoir eu un ulcère variqueux. Donc on comprend bien qu'il va falloir mettre en place énormément de choses préventives pour que les patients évitent un phénomène de récurrence. Alors, l'ulcère, c'est ça, voilà, on peut le déclarer, on peut le définir, là, on le voit très bien, mais en fait, si vous voulez, ça suffit pas. C'est ce qu'on a reproché aux générations de médecins, d'infirmières, d'industriels, d'aller regarder, que l'ulcère et de ne absolument pas, voir le reste. En gros, on a banalisé très longtemps l'ulcère. En fait, on s'est rendu compte qu'on ne guérissait pas les gens, qu'on avait beaucoup de récurrences parce que on regardait pas ce qu'il fallait. Alors déjà, il faut regarder, bah, en effet, voir l'ulcère. Il faut déjà voir la peau, périlésionnelle, là, comme vous pouvez voir, hein, le bandeau un peu rosâtre qui est autour de l'ulcère. Il faut revoir aussi l'ensemble de la jambe, mais il faut également voir l'ensemble du patient. C'est-à-dire que si vous prenez en charge que l'ulcère, sans prendre en charge, le patient, ses comorbidités, ses problèmes articulaires, ses problèmes de poids et cetera, ses problèmes de retour lymphatique, de retour veineux, éventuellement d'atteinte artérielle, mais en fait, vous n'arriverez à rien et vous allez mettre énormément de temps à cicatriser, mais et surtout, vous risquez de vous retrouver face à une récurrence extrêmement rapide. Point important également, c'est de se rendre compte que plus vous vieillissez, plus vous avez, un risque de faire un ulcère et ça, c'est important à prendre en considération parce que dans nos populations industrielles, populations vieillissantes, elles vieillissent, l'espérance de vie augmente. Bien entendu, on ne va pas lutter contre ces phénomènes-là. Cependant, il faut se rendre compte que le nombre d'ulcères, notamment d'origine veineuse, ne pourront faire qu'augmenter. Donc il est très important d'être dans la prévention et de l'apparition du premier ulcère, mais également de sa récurrence. Il faut prendre en considération que la récurrence des ulcères d'origine veineuse, c'est 69. Globalement, ça vous fait les 2 tiers des patients, plus des 2 tiers des patients vont refaire un ulcère
lorsqu'ils en ont déjà fait un. Face à un ulcère, il y a plusieurs petites choses à prendre. Donc là, alors, faut savoir qu'à la base, c'est une présentation qui est en anglais, donc les auteurs sont partis sur l'anagramme avec Times, ce qui est sympathique. Bon, on va essayer de l'adapter au français. Juste de retenir que, bah, il y a plusieurs choses qu'il va falloir regarder. Il faut regarder le tissu de l'ulcère, il faut regarder s'il y a des signes d'infection, d'inflammation, est-ce que la peau est bien hydratée? Le bord de l'ulcère, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez un ulcère qui paraît très bien, en bonne évolution et que le bord de l'ulcère, et notamment la peau aussi environnante, comme, c'est indiqué ici, n'est pas bien, c'est-à-dire que vous avez une peau environnante, par exemple, avec un eczéma marqué, l'ulcère ne fermera jamais. Donc tout ça, il va falloir y faire attention. Alors, si ici, vous pouvez voir une photo d'un ulcère, alors qui est un ulcère un peu plus complexe puisqu'on a une partie haute, une partie basse qui, fait plutôt artérielle. Ce qui va nous intéresser, c'est la partie du haut parce qu'ici, on veut vous définir ce que c'est que l'exsudat. L'exsudat, c'est le liquide qui coule. Les patients vont vous dire: «Il y a de l'eau qui coule». En fait, cet exsudat, aura une composition bien particulière. Au fil de l'évolution de l'ulcère, sa composition va pouvoir changer et il faut savoir que cet exsudat, il va falloir l'absorber. Il va falloir l'absorber notamment avec des pansements, sinon, bien, en fait, ce que vous voyez en jaune au-dessus, beh, c'est ni plus ni moins que cette partie d'exsudat qui va cristalliser en revenant au niveau de l'ulcère et donc en fait, tant que ça sera il y aura du jaune, comme ça, bien entendu, vous imaginez bien que le corps ne pourra absolument pas cicatriser. Alors il pourra avoir différents aspects, il peut tout à fait être extrêmement clair, fin, aqueux, à différents types de quantités. Bon, bah, là, on est sur un ulcère plutôt, voilà, d'évolution normale. Il peut être sanglant aussi, hein. On peut avoir des exsudats qui saignent, alors soit parce que vous avez, dans le fond de l'ulcère une petite perforante, une petite veine qui saigne, soit parce que vous avez un bourgeon charnu, soit parce que voilà, enfin, on peut imaginer aussi les complications, notamment néoplasiques au niveau d'un ulcère. Enfin, on peut avoir différents types, d'origine sanglante. On peut avoir l'aspect sérosanglant dans les phases inflammatoires également, puis surtout l'aspect purulent. Alors là, qui change du tout au tout, puisque le liquide qui était clair, qui n'avait pas d'odeur et cetera, va devenir odorant, va devenir, très épais, va devenir, d'une couleur qui va complètement changer, jaune, verte, enfin voilà. Donc là, il faudra bien entendu se poser la question soit, d'une colonisation critique, qui n'est pas quelque chose de grave, mais pour lesquelles il va falloir prendre quelques dispositions, soit à ce moment-là, on s'en va sur une infection loco-régionale, qui risque d'aboutir à une infection systémique, c'est-à-dire, générale. La quantité est importante aussi à prendre parce que cette quantité, si vous voulez, elle va déterminer, alors pourquoi c'est important de l'expliquer aux patients? C'est important de l'expliquer aux patients parce que, l'industrie pharmaceutique a développé d'énormément de pansements et ça, c'est quelque chose de très bien. Sauf qu'il n'y a aucun pansement unique, ça n'existe pas. C'est-à-dire le pansement unique pour traiter un ulcère du début à la fin n'existe pas et un des paramètres que l'on va prendre en compte, c'est justement cette quantité d'exsudat. Alors évidemment, si ça coule trop, faut se dire qu'il y a trop de pression au-dessus. Là, la compression veineuse dont on a pu parler, notamment sur le chapitre précédent, va être extrêmement importante. Chapitre 3 pour être plus précis. Le pansement va avoir un rôle à jouer puisqu'il va falloir qu'il absorbe. Si vous n'absorbez pas cet exsudat qui coule, comme je vous l'ai dit précédemment, il va se reposer au sein de l'ulcère et va cristalliser. Donc soit il n'y a pas d'absorption, les tissus sont secs. Alors là, c'est important aussi à prendre en compte parce qu'un ulcère qui ne va pas avoir d'exsudat, il ne faut pas lui mettre de pansements qui vont, en séchant, s'agripper à l'ulcère et quand vous allez l'enlever, vous allez faire mal au patient et vous allez détruire toute la les petits bourgeons de cicatrisation que le corps aura fabriqués. Soit très peu, soit minimal. Donc après, on va pouvoir le quantifier en pourcentage, un quart, 25-75 au-delà de 75. Chaque fois que vous allez avoir une augmentation de l'exsudat, il faudra vraisemblablement changer de pansement, vous poser des questions, notamment sur la compression veineuse et vous assurer que, bien entendu, tout cela soit, réévalué régulièrement. Là, sur cette photo, c'est intéressant, comme vous pouvez le voir ici, sur cette partie-là, on voit très bien qu'ici, la peau est blanche, c'est-à-dire qu'elle est macérée. Elle est macérée parce que l'eau, l'exsudat, pour être plus précis, qui coule, va venir abîmer cette zone-là. Et il est extrêmement évident que même si votre ulcère ici finit par bien évoluer, si la peau ici, reste macérée, jamais vous aurez de cicatrisation. La consistance, comme je vous l'ai dit, est importante, ainsi que l'odeur et bien évidemment, on va regarder en fait tous ces éléments-là, ça pourra tout à fait, nous aider. Alors, dans les ulcères, on incite quand même les patients à prendre des photos. Alors aujourd'hui, on est de plus en plus équipé, tout le monde ne l'est pas, mais si vous avez, un portable, si vous avez la chance d'avoir une tablette, n'hésitez pas à prendre des photos. Elles sont très pratiques parce qu'elles vont pouvoir, soit nous demander un avis ponctuel, hein, vous pouvez communiquer avec votre infirmière ou votre médecin, soit, nous apporter cette notion d'évolution. Parce qu'en tant que spécialiste, nous, on ne voit pas les patients tous les jours, on va les voir une fois par mois, une fois tous les 15 jours, ça dépendra de l'évolution et la photo va rester un élément très important d'évolution, d'évolutivité, de tolérance, notamment aux pansements ou aux soins. Donc prenez des photos, il y a des articles qui ont été faits, qui vous montrent de toutes les manières toujours la même chose. C'est que plus vous professionnalisez un suivi d'ulcère, plus vous allez augmenter les chances de guérison et donc réduire le temps.
de cicatrisation. Alors, quels sont les trucs et astuces? Bah, les trucs et astuces, il faut vous dire quand vous avez un ulcère, la première des choses, c'est de vous laver et de se laver, régulièrement, mais simplement à l'eau et au savon. Il faut savoir que vous avez besoin, des bactéries pour, cicatriser et qu'il n'est pas question de mettre d'antiseptique sur votre ulcère. Le meilleur moyen d'éviter justement que ces bactéries, colonisent trop votre ulcère et d'aboutir à une colonisation qui peut être dite critique, eh bien, c'est simplement l'eau et le savon. Il ne faut pas avoir peur, en effet, d'utiliser l'eau et le savon, pas forcément de frotter, hein. Vous pouvez simplement faire, couler l'eau le long de votre jambe ainsi que la mousse du savon, mais vous allez réussir à avoir le meilleur résultat. Le conseil, c'est de le faire avant que l'infirmière arrive pour, vous, nettoyer, enfin, vous changer votre pansement et faire les soins, adaptés. Heu Autre chose, bah, comme on l'a dit, au niveau du chapitre 3, bah, il ne faut pas perdre de vue que vous avez besoin d'avoir un retour veineux efficace. Là, vous êtes à la maison en ce moment, on sait très bien que ça va être difficile d'aller faire, notamment de la kinésithérapie, de drainage et cetera, mais vous allez toujours avoir la possibilité chez vous, en position assise, de refaire cet exercice, hein. Je vous le rappelle, bah, vous êtes en position assise et vous allez faire un exercice pied, enfin pointe des pieds et talons et vous allez faire comme ceci plusieurs fois par jour des phénomènes de chasse qui vont permettre au sang de circuler correctement. Heu, la compression. La compression, c'est un point fondamental. Il faut vous répéter régulièrement et de manière à y adhérer que s'il n'y a pas de compression veineuse, il n'y aura pas de cicatrisation de votre ulcère. La compression veineuse, comme on l'a dit, doit faire l'objet d'une prescription. D'autant plus que dans le cadre d'un ulcère, il faut absolument savoir si votre jambe va la supporter. On va éviter d'utiliser les bas, les chaussettes, les collants parce que, ça va être difficile à mettre en place. Ça va, heu, déplacer vraisemblablement le pansement, enfin bref, ce n'est pas quelque chose d'adapté. D'autant plus qu'à cette époque-là, la jambe, peut avoir un calibre qui peut varier avec un œdème réactionnel, avec un œdème plus marqué. Donc il sera plus utile d'utiliser notamment des bandes de compression, des systèmes de wrap. Là, comme vous pouvez voir, il y a énormément de produits qui ont été, développés, qui sont toujours développés. On a une industrie pour cela qui est extrêmement active et vous voyez, ces mécanismes, hein, mis en place de ce genre de choses, c'est quelque chose de beaucoup plus standardisé, qui peut même se faire par le patient. Bon, moi, je préconise quand même le passage d'une infirmière, ne serait-ce que pour le pansement et la pose de la compression derrière. Donc voilà, donc il faut savoir que ça fait l'objet, bien entendu, de codification, de standardisation très marquée, que c'est sur prescription médicale et que, vous ne pouvez pas vous dire: «Je mets ça et je vais cicatriser». C'est un ensemble, mais la compression reste un élément fondamental. Voilà, il faut absolument, faire ceci, voilà, vous allez avoir différentes explications qui peuvent être intéressantes pour ceux que ça va intéresser. Voilà, l'exemple par exemple d'une pause de compression par le patient lui-même. Voilà. Bien écoutez, ce cours est terminé. Évidemment, on pourrait, discuter, longuement sur ces choses-là. Ce qui est important, c'est de, bien vous référer à des sources sûres. Les fake news, donc les fausses informations, c'est malheureusement quelque chose de fréquent aujourd'hui, notamment sur internet et avec la diffusion des réseaux sociaux. Avant vous-même de diffuser une information, vérifiez son origine et sa véracité et n'hésitez pas à prévenir votre médecin, ou des organismes comme, cette fondation, de la présence de ces, fake news pour que nous puissions, les, contrecarrer assez rapidement. Voilà, je vous remercie pour votre attention à, ce cours.